Alors bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux que vous êtes là. Peut-être que vous avez déjà été là la dernière fois. Donc il s'agit de 4 cours sur le thème « La sécularisation, exception européenne ou processus mondial ». Lors du dernier cours, je vous ai présenté la question et j'ai présenté les définitions autour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la sécularisation? C'est quoi la religion? Que veut-on dire par une exception? Et j'ai présenté la théorie orthodoxe de la sécularisation qui veut que la modernisation mène à la sécularisation de manière générale. Et je vous ai présenté 6 critiques de cette théorie-là. Une de ces critiques disait que oui, en Europe, il y a une sécularisation. En Europe, la théorie est vraie, la modernisation mène à la sécularisation, mais partout ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas. Donc, l'Europe est exceptionnelle. Et c'est cette théorie-là qu'on va tester pendant ces 4 cours. Et aujourd'hui, je commence avec ce test. Quand je dis que nous devons tester les théories, je dis juste ce que je considère être la démarche scientifique générale. L'idée est que nous ne pouvons pas tester une théorie directement, mais que toute théorie utile a des implications observables qui peuvent se vérifier ou non. Donc, quand Einstein créait sa théorie, il prédisait qu'il devrait y avoir des trous noirs dans la galaxie ou dans les galaxies. À l'époque, on ne pouvait pas les observer, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu la première image du trou noir dans notre galaxie. Donc, l'hypothèse s'est vérifiée et nous avons plus confiance en la théorie. Même chose ici, donc nous essayons de tester les implications observables de notre théorie. Testons donc les prédictions de la théorie de la sécularisation et voyons si elle explique le niveau et le processus de sécularisation des pays européens et non européens. Si c'est le cas, alors les pays européens ne sont pas exceptionnels. Si ce n'est pas le cas, l'idée d'exceptionnalisme européen est renforcée. Une première hypothèse que nous déduisons de la théorie orthodoxe de la sécularisation dit « Comme pour tous les autres pays, le niveau de religiosité des pays européens devrait être expliqué par le niveau de modernisation. » Ce test-là, très fameux, a été présenté par Pippa Norris et Ronald F. Engelhard dans leur livre « Sacred and Secular » sur la base du World Value Survey. Le World Value Survey pose les mêmes questions dans des sondages représentatifs dans un nombre croissant de pays du monde. Dans leur test que je présente ici, 74 pays faisaient partie du World Value Survey et à ce moment-là, les données se rapportaient aux années 1981 jusqu'à 2001. Et toujours quand on teste une théorie, on a un concept théorique qu'on doit mesurer par des indicateurs. Donc ici, vous avez le concept de religiosité et vous le mesurez par 3 indicateurs, le pourcentage de fréquence au rituel religieux, hebdomadairement ou plus, le pourcentage des personnes qui trouvent la religion très importante ou le pourcentage de la prière journalière ou plus. Ici, vous avez le concept théorique de la modernisation et voilà comment vous mesurez ce concept-là. Ici, Norris et Engelhard mesurent la modernisation de telle sorte qu'ils disent qu'il y a des pays agraires, des pays industriels et des pays post-industriels qui se différencient par l'IDH, Human Development Index. Qu'est-ce que c'est que l'IDH, le Human Development Index? Eh bien, ce concept-là est mesuré par le revenu brut par habitant, par l'espérance de vie et par les années d'école. Tout ça s'est mis ensemble et ça donne le niveau de modernisation dans certains pays. Ça veut dire que parmi les pays agraires, nous trouvons par exemple l'Égypte, l'Arménie ou l'Ouganda. Parmi les pays industriels, nous trouvons le Mexique, la Grèce ou le Taïwan. Et parmi les pays post-industriels, nous trouvons le Japon, les États-Unis
et tous les pays de l'Europe occidentale comme la France, l'Italie, la Suisse ou la Grande-Bretagne. Dans ce premier test, Norris et Engelhard trouvent un résultat clair. Avec plus de modernisation, le niveau de religiosité baisse. Donc vous avez ici les pays post-industriels, et vous voyez que le pourcentage de personnes qui prient journalièrement, le pourcentage des personnes qui trouvent la religion importante, le pourcentage des personnes qui fréquentent un rituel religieux hebdomadairement ou plus est beaucoup plus faible que dans les pays industriels et beaucoup plus faible dans les pays industriels que dans les pays agraires. Donc c'est un résultat clair et impressionnant, et quand on a vu ça pour la première fois, parce que jusqu'à là on avait surtout travaillé sur l'Europe, quand on a vu ça pour la première fois, c'était vraiment un événement. Ce que Norris et Engelhard avaient trouvé est très robuste, ce qui veut dire que vous pouvez mesurer de différentes manières et ça reste toujours un peu la même chose. Un test récent de Franz Höllinger et Johanna Muckenhuber, c'est des Autrichiens, utilise à nouveau l'indice du développement humain comme indicateur de modernisation. En haut. Donc là. Et cette fois-ci, dans leur test, ils mesurent la religiosité par 5 indicateurs: fréquence service religieux, fréquence prière, importance de la religion, importance de Dieu, affiliation à une tradition religieuse. À nouveau, nous observons une relation clairement négative. Plus la modernité, ici c'est l'index du développement humain, plus un pays est modernisé, moins fort, ici c'est la religiosité, moins fort est la religiosité. Vous voyez donc ici différents pays et vous voyez le modèle statistique qui est une droite. Donc les points qui représentent les pays sont modélisés par la droite, ce qui veut dire que pour ce niveau de modernité, on prédit ce niveau-là de religiosité. Donc à peu près 0,6. Pour 0,9 de modernité, on prédit un niveau de religiosité de 0,6. Il y a certaines valeurs aberrantes. Donc la Chine ne marche pas très bien. La Chine est elle n'est pas assez séculière selon le modèle, où les États-Unis sont un peu trop religieux selon le modèle. Mais de manière générale, on a l'impression que le modèle explique bien les données. Que dire des pays européens ? Eh bien, ici, on voit en rouge les pays de l'Europe occidentale et en orange certains pays de l'Europe centrale. Et vous voyez que ces pays sont bien expliqués par le modèle. Donc, selon le niveau de ces pays d'Europe occidentale, ils devraient avoir un niveau de religiosité faible, et en fait, c'est ce qu'ils ont. Donc, le modèle explique bien la religiosité de ces pays européens, ce qui voudrait dire qu'ils ne sont pas exceptionnels. Si la règle est cette droite, ce modèle, les pays européens ne sont pas exceptionnels. Notons que ce résultat ne dépend pas de l'opérationnalisation de la religiosité ou de la modernisation. Alors que l'emplacement spécifique d'un pays sur le graphique peut changer, la relation globale entre la modernisation et le niveau de sécularité est très solide. Il s'avère donc que les pays riches, où la population est plus fortement éduquée et où les personnes vivent plus en sécurité, sont en moyenne beaucoup moins religieux que les pays plus pauvres, où les personnes sont en moyenne moins éduquées et doivent subir plus de risques. Cela pourrait nous faire penser que le mécanisme central se trouve sur le niveau individuel. En prenant une perspective de l'individualisme méthodologique à la Raymond Boudon, nous pourrions croire qu'un individu se sécularise s'il devient riche, éduqué et sûr. Or, Pats et Boudon, qui était un de mes enseignants, cela ne s'avère pas dans la pratique. En fait, la forte corrélation entre richesse et religiosité, ou éducation et religiosité, se trouve au niveau des pays, mais pas ou seulement très faiblement au niveau des individus à l'intérieur des pays.
En d'autres mots, si une personne habite dans un pays riche, elle a de fortes chances de ne pas être religieuse, peu importe si elle est riche ou pauvre. Et si elle habite dans un pays pauvre, elle sera probablement religieuse à nouveau indépendamment de son niveau de richesse. Les chercheurs essayent encore de comprendre pourquoi c'est vraiment comme ça. Une explication est que les religions sont un peu comme un langage qui est parlé et utilisé par des groupes de personnes et que c'est les attributs des groupes qui ont une influence sur l'utilisation ou non de ce langage. Les tests que nous avons vus jusqu'à maintenant concernaient le niveau de sécularité des pays européens et non européens, mais si la théorie de la sécularisation était valide, elle devrait également prédire un même processus de sécularisation des pays européens et non européens. Comme nous avons vu, la théorie de la sécularisation part du principe d'une sécularisation par remplacement de cohortes. Donc la dernière fois, j'avais parlé de ce mécanisme de remplacement de cohortes. Ainsi, notre hypothèse 2 est, comme pour tous les autres pays, la sécularisation des pays européens devrait prendre la forme du remplacement de cohortes. Ce phénomène a été démontré pour la première fois par Alistair Crockett et David Vose dans une publication maintenant très bien connue, à savoir Generations in Decline, Religious Change in 20th Century Britain. Si nous regardons la fréquentation du service religieux agrégé en Grande-Bretagne par cohorte de naissance et à travers le temps, nous observons un phénomène fort intéressant. Vous voyez ici donc ça, c'est les personnes, le pourcentage de personnes qui vont au service religieux hebdomadairement ou plus, qui sont nées entre 1905 et 1914. Et ici, c'est les années quand on a fait un sondage, donc on a fait plusieurs sondages, et on regarde les cohortes à travers le temps. Donc, est-ce que ça change à travers le temps? Eh bien, ici, on voit que cette cohorte reste avec ce pourcentage reste stable à travers le temps. Or, la prochaine cohorte, ça c'est des plus jeunes, ils sont nés entre 1915 et 1924, ils vont moins souvent au service religieux, mais à nouveau ça reste stable. Prochaine cohorte, à nouveau moins religieuse, et ça reste stable. Donc vous voyez que les gens, de manière générale, restent avec leur fréquence de service religieux à travers le temps. Ici, ce sont des jeunes qui arrivent seulement ici parce qu'avant, on ne pouvait pas les sonder, et à nouveau, ça reste stable. Ce que nous voyons, donc, vous voyez, la chose importante, c'est que quand il y a sécularisation de la société en général, ce n'est pas parce que les personnes deviendraient moins religieuses en tant qu'individus, mais parce qu'on remplace les cohortes. Certaines cohortes disparaissent parce qu'ils meurent, et d'autres cohortes sont tout à fait là, tout à coup là, qui vont moins souvent au service religieux. Donc c'est une chose complètement différente de ce qu'on pensait. Ce que nous voyons là est aussi une explication pour un fait qui est souvent mal expliqué par la plupart de nous dans notre vie de tous les jours. Quand vous assistez à un culte ou une messe, vous y trouverez normalement des personnes relativement âgées. L'explication reçue est souvent que les personnes deviennent plus religieuses avec le temps. Peut-être parce qu'avec un âge avancé, on se poserait la question de qu'est-ce qu'il y aura après? Est-ce qu'il y aura un au-delà ou pas? Si oui, comment serait-ce? Eh bien, non, ce n'est pas comme ça. Ces personnes que vous trouvez là ne sont pas devenues plus religieuses parce qu'elles seraient plus proches de la mort. Elles étaient toujours religieuses. Elles ont été éduquées dans une société qui était plus religieuse dans le temps. Quand j'ai vu ce graphique pour la première fois, je me suis dit que ça me rappelait quelque chose d'important. Mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Et tout à coup, ça me frappait. À millefeuille. Ensuite, j'étais déçu parce que ça n'a aucune importance scientifique.
Peut-être, par contre, ça vous aidera à vous rappeler de ce que j'ai dit aujourd'hui. Peut-être la seule chose dont vous vous rappellerez encore dans quelques semaines, c'est qu'il y avait un millefeuille quelque part. Et en fait, ce millefeuille est important dans le sens que vous trouvez ça dans tous les pays européens. Donc regardez ici l'Autriche, Belgique, Irlande, millefeuille, Italie, Portugal, Espagne. Chaque fois, vous trouvez ce phénomène de remplacement des cordes. C'est presque déconcertant comment c'est la même chose. Qu'en est-il, vous dites, en France, avec sa laïcité? Est-ce que peut-être en France c'est différent? Juste un petit sondage qui dit oui, c'est la même chose. Oui. Qui dit non, ce sera certainement différent, c'est exceptionnel. Là, les exceptionnalistes, les autres ne veulent pas encore, ils disent ah, je ne suis pas sûr, mieux vaut ne pas se. Ok. Eh bien, la France a une histoire, comme vous le savez, très complexe, très intéressant. D'autres personnes sauraient beaucoup mieux vous expliquer cette histoire. Il y a eu un récent livre qui est excellent de Philippe Portier et de Jean-Paul Willem sur la religion dans la France contemporaine entre sécularisation et recomposition. Dans ce livre et dans d'autres données, quand vous regardez ce qui se passe en France, vous trouvez que la France est un pays très peu religieux. Par rapport, si vous le comparez à d'autres pays catholiques de l'Europe occidentale. Donc ici, je la compare avec l'Irlande, l'Italie, Portugal, etc. Vous voyez ici la fréquence du service religieux, vous voyez une sécularisation de manière générale, donc il y a une décroissance. Et vous voyez qu'en France, il y a moins, c'est sur un niveau beaucoup plus faible. On pourrait donc penser que la France est peut-être exceptionnelle. Mais quand vous regardez les cohortes d'âge, vous trouvez millefeuille. Même chose. Donc les cohortes d'âge plus âgés, et ils sont plus religieux que la prochaine cohorte, qui est plus religieuse que la prochaine cohorte, et puis après les cohortes jeunes, plus beaucoup de distance parce qu'on n'arrive plus à aller encore plus en bas. Mais revenons à notre question centrale. Cette sécularisation par remplacement de cohortes est-elle unique à l'Europe? Parce que c'était ça notre question. Nous voulions savoir, est-ce que l'Europe est exceptionnelle? Eh bien non. On trouve les millefeuilles au Canada, on les trouve en Australie, on les trouve en Nouvelle-Zélande, on les trouve aux États-Unis, on parlera des États-Unis la prochaine fois. Donc on les trouve dans beaucoup d'autres pays qui sont fortement modernisés en tout cas. Nous pouvons conclure que aussi en ce qui concerne le processus de sécularisation, donc le processus de sécularisation, l'Europe n'est pas exceptionnelle. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez, d'accord, il y a d'autres pays très modernisés non européens où la forme de sécularisation est semblable. Mais qu'en est-il des pays non chrétiens, par exemple, ou des pays en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique du Sud? Eh bien, nous allons revenir à cette question la prochaine fois et la fois d'après. Mais pour le moment, et pendant le reste de la leçon, j'aimerais encore vous parler d'une nouvelle idée dans notre champ, proposée par un chercheur que nous avons déjà rencontré, à savoir David Vos. Il s'agit de l'idée d'une transition séculière. C'est dans ce livre que ça a été présenté pour la première fois. Selon Vos, les pays occidentaux, et peut-être tous les pays, subissent une transition séculière, un peu comme la transition démographique. Donc, transition démographique, quand tout à coup, les femmes ont beaucoup d'enfants et tout à coup, le nombre d'enfants par femme chute et se trouve autour de 1,5, 1,7, 2,1, transition démographique. On trouve la transition démographique un peu partout dans le monde. Donc, à un certain moment dans le temps, chaque pays le fait. Donc, l'idée de Vos, c'est même chose pour le religieux. À un certain moment dans le temps, les pays font la transition séculière.
Et Vos nous présente avec un modèle idéal type très simple. Il dit, supposons qu'il y a 3 types de personnes. Les religieux, les modérément religieux, il les appelle les flous, et les séculiers. Le mécanisme est que la transition séculière, la socialisation religieuse est difficile, pour des raisons que Vos n'explique pas. Et il dit donc les religieux ont des enfants. Beaucoup de fois, les enfants seront aussi des religieux, mais parfois ça ne marche pas très bien, et donc certains enfants seront des flous. Quand les flous auront des enfants, normalement leurs enfants seront aussi des flous, mais parfois ça ne marche pas tellement bien, ce seront des séculiers. Après plusieurs générations, et ça prend à peu près 200 ans, il y aura de moins en moins de religieux, de plus en plus de séculiers, et les flous, d'abord, ils montent et puis ils descendent. It's the rise and fall of the fuzzy fidelities. Ça, c'était un des articles qu'il a écrit, David Vos. Le modèle de Vos fait des hypothèses très fortes. Il pense que tous les pays font la même trajectoire, à la même vitesse, et la seule différence pour les pays est que quand ils commencent leur trajectoire. Et il ne sait pas très bien pourquoi ils commencent quand ils commencent. Donc, et je le sais parce que je lui ai posé la question. Donc, ou peut-être il ne le dit pas s'il le sait. Mais en tout cas, ce n'est pas encore publié de pourquoi les pays commenceraient à un certain moment. Ce modèle est très, disons, audacieux. Audacieux, il peut facilement tomber. Donc il est très... Quand on dit que tous les pays font la même chose, on est audacieux. Donc regardons quelles sont les preuves de Vos. Et donc si vous regardez ce graphique, ça c'était l'article que Vos avait publié, le premier article, et il dit, regardez, on a la Grèce, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Suède et la République tchèque. Et vous avez ici les corps d'âge, donc les personnes qui sont nées dans les années 1920, dans les années 1930, 1940, etc. Et si vous avez les religieux, le pourcentage de personnes qui sont religieuses, donc parmi les plus vieux, pourcentage de personnes qui sont des flous parmi les vieux, et pourcentage de personnes qui sont séculières. Donc la plupart des vieux Grecs sont des religieux. Si vous regardez maintenant les jeunes Grecs, vous avez ici, la plupart sont aussi des religieux, mais il y a moins de religieux parmi les jeunes Grecs. Ici, beaucoup plus de flous. À nouveau, presque pas de séculiers. Ici, pour la République tchèque, vous avez ici les religieux. Ça, c'est les religieux, beaucoup moins de religieux. Ça, c'est les séculiers. Et ça, c'est les flous. À nouveau, vous voyez qu'il y a plus de vieux qui sont religieux et moins de jeunes qui sont religieux, mais le tout est sur un tout autre niveau. De manière générale, on a l'impression que ces pays sont très différents, les images sont différentes. Maintenant, l'idée je trouve, assez géniale de Vos, vous voyez l'idée? L'idée, c'est que c'est une chose. Tout ça, c'est une chose, c'est un processus, c'est simplement que certains pays sont au début du processus et d'autres pays sont à la fin du processus. Et quand on réarrange ces données, vous trouvez ça. Donc vous trouvez que donc la Grèce serait ici, la République tchèque serait ici, l'Allemagne est au milieu, et vous voyez que les pourcentages de religieux décroissent, les pourcentages de séculiers sont en croissance et les pourcentages de flous montent et puis décroissent. Donc, c'est les mêmes données ici, donc j'ai juste mis en grand les pourcentages des Grecs. Vous voyez les Grecs en grand. Ici, vous voyez les républiques tchèques en grand. Et donc, vous voyez qu'il semble que ces pays-là suivent un modèle. La seule différence entre la République tchèque et la Grèce, donc ils font la même chose selon le modèle, mais la seule différence c'est que la Grèce a 150 ans de retard sur la République tchèque, selon Vos. Quand j'ai vu ce modèle pour la première fois, j'avoue que j'ai été impressionné, mais aussi dubitatif.
Est-ce que cela peut être vrai? Si oui, ça changerait la manière de voir la sécularisation. Ce qui est particulièrement difficile à croire, c'est que tous les pays font exactement la même chose, peu importe leur histoire spécifique, leur spécificité politique et culturelle, le type de religion majoritaire. Tous les facteurs explicatifs habituels étudiés par les sociologues, économistes et historiens ne seraient dans ce modèle sans aucun effet, puisque seul le moment du début de la transition du pays serait important. C'est quand même incroyable, ça. Ça dirait que beaucoup de choses que les chercheurs nous disent sans cesse ne sont d'aucune importance, en fait. Ce qui me gêne ensuite, c'est que ce modèle semble proche d'une loi sociale. Il est difficile de croire qu'il y ait de vraies lois sociales, surtout pour un sociologue proche de l'individualisme méthodologique. Par contre, je ne suis pas gêné par le fait que dans ce modèle, on dit que certains pays sont en avance sur d'autres. Moi, je peux tout à fait admettre que certains pays font certaines choses plus tôt et d'autres après, et ce n'est pas quelque chose de... Nous avons vu dans le premier cours qu'il y a des chercheurs comme Tobias Müller ou François Gauthier qui critiquent de telles théories comme eurocentristes ou récits modernistes de rattrapage. Et je dirais il me semble normal que certains peuvent être d'abord et d'autres après, donc je ne vois pas un problème là. Mais de manière générale, cette question-là, ce modèle m'a si fortement intéressé que je me suis lancé avec 2 collègues, avec Detlef Pollack et Nanderk de Graaf, dans une réplication de la théorie pour voir si on ne pouvait pas la falsifier. Parce que je me suis dit, théorie tellement audacieuse, on devrait pouvoir la falsifier. Et donc j'ai cherché un moyen pour le faire. Et l'idée, c'était de faire une étude centrée sur l'Allemagne. Et dans la partie finale de notre leçon, je voudrais brièvement vous présenter ce cas d'une expérience naturelle. Ce qui s'est passé en Allemagne en ce qui concerne le religieux peut se voir comme une expérience naturelle. En 1949, l'Allemagne est séparée en une partie de l'Ouest et une partie de l'Est. La partie de l'Est est traitée par le communisme, tandis que la partie de l'Ouest est notre groupe de contrôle. Un mur est érigé pour séparer les 2 groupes. 40 ans plus tard, les 2 pays sont réunifiés et l'expérience est arrêtée. Est-ce que cela aurait des effets sur la manière dont la transition séculière a lieu? Si Vos a raison, ça ne devrait pas avoir un effet. Puisque tous les pays font la même chose, on ne devrait pas avoir un effet par le traitement du communisme. Mais si le communisme a un effet, on aurait falsifié d'une certaine manière la théorie de Vos. Regardons d'abord, donc j'ai refait ce schéma de Vos pour l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est. C'est une idée très simple. Regardons d'abord l'Allemagne de l'Ouest et vous voyez que ça marche très bien. Donc ici, vous avez le même schéma, donc ça c'est les séculiers en rouge, les religieux en vert, les flous en bleu, et ils sont exactement sur les lignes, donc là où ils devraient être selon le modèle. Regardons maintenant l'Allemagne de l'Est, et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, donc vous voyez ici les religieux, les verts ici devraient être ici sur la ligne. Les personnes sont beaucoup trop peu de religieux. Ici, les séculiers rouges devraient être ici sur la ligne. Ils sont trop séculiers. Il y a trop de séculiers en Allemagne de l'Est selon le modèle. Et ici, c'est les flous. Ils devraient être ici en haut. Donc, l'Allemagne de l'Est est beaucoup trop séculière pour le modèle. Pourquoi ? Comment l'expliquer ? Eh bien, il s'agit là justement de l'effet du traitement communiste. Le régime communiste voyait les églises comme un ennemi capital et faisait tout pour le détruire et au moins l'affaiblir. On mettait les parents sous pression pour sortir des églises, pour ne pas baptiser leurs enfants, pour parler mal des églises. Par exemple, l'État pouvait menacer de ne pas faire carrière les parents, de ne pas faire entrer les enfants au gymnase, de faire attendre encore plus longtemps la voiture qu'on avait déjà commandée il y a 10 ans. Les effets de ces politiques peuvent être démontrés statistiquement. Dans ce graphique, vous voyez les sorties de l'Église.
Et moi, j'étais content de ce graphique qui m'a pris beaucoup de temps. Mais vous voyez ici, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous voyez ici l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest qui font exactement la même chose en tant que désaffiliation. Et là commence la séparation. Et vous voyez tout de suite une grande différence. Et l'Allemagne de l'Est, vous avez beaucoup plus de désaffiliation qu'en Allemagne de l'Ouest. Ça, c'était l'effet de l'État. Vous voyez ici, en 1990, tout à coup, beaucoup de désaffiliation en Allemagne de l'Est. Pourquoi ? Eh bien, ça s'explique par l'impôt ecclésiastique. Donc, l'Allemagne de l'Ouest connaît l'impôt ecclésiastique. Les personnes en Allemagne de l'Est étaient déjà très séculiers, ne se voyaient plus comme membres de l'Église. Tout à coup, il y a réunification et les églises viennent et disent « Ah, mais vous nous devez de l'impôt ecclésiastique ». Ils étaient fous furieux. Ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'est pas des... » Et donc, ils sont sortis, mais il y avait une grande vague de sorties. Ici, vous voyez les baptêmes. À nouveau, vous voyez que l'État, donc ici l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, et vous voyez dès que le régime met de la pression, le pourcentage de parents qui baptisent leurs enfants chute de manière incroyable. Ici, quand il y a la réunification, il y a une légère hausse, mais ça retombe. Une chose qui était aussi importante, c'était la Jugendweihe, la consécration de la jeunesse. Le régime de l'Allemagne de l'Est avait créé ce rite séculier en même temps et pour le même âge que la confirmation des églises chrétiennes. Pendant ce rite, il y avait donc un représentant de l'État qui venait, les gens s'habillaient bien, il y avait aussi la famille venait, on faisait un vœu athée à l'État, on recevait un livre. Le livre, j'ai regardé, donc il y a différentes versions, mais dans une version que j'ai regardée, le premier chapitre, c'était l'univers, le deuxième chapitre, c'était l'évolution, et le troisième chapitre, c'était le socialisme et l'Allemagne de l'Est. Donc on voyait bien la continuité de l'histoire. Il y avait aussi de l'amusement, comme ça. Donc un rite de passage athée, au même moment de la confirmation pour faire en sorte que les personnes sortent de la confirmation et entrent dans ce rite athée. Est-ce que ça a marché ? De manière incroyable, ça a marché. Donc ici, vous voyez, donc les églises essayaient de contrer ça, de faire résistance, mais n'arrivaient pas. Donc vous voyez ici, ici quand ils font vraiment pression, la confirmation chute et la Jugendweihe devient pratiquement obligatoire. Tout ceci est la preuve que l'État peut, sous certaines conditions, accélérer la transition séculière et que la transition séculière n'est pas une loi sociale inchangeable. Donc c'était ça ce qu'on voulait montrer. Est-ce que ceci invalide l'idée d'une transition séculière ? Je ne crois pas. Il est tout à fait possible que la transition séculière soit un bon modèle en général, mais que certaines exceptions existent. Dans notre 4e cours, nous allons voir que les pays post-communistes pourraient bel et bien être des exceptions à un processus de transition séculière générale. Je viens à la conclusion. Nous avons posé la question de combien de preuves empiriques existent pour l'affirmation selon laquelle la sécularisation européenne est exceptionnelle. Je vous ai montré que la théorie de la sécularisation prédit correctement le niveau de sécularisation des pays européens et non européens, et qu'elle explique également correctement le processus de cette sécularisation, à savoir par un remplacement de cohortes. Finalement, nous avons regardé la possibilité d'une transition séculière à l'image d'une transition démographique. Je suis conscient que vous restez peut-être dubitatif. Très bien, vous direz, ces preuves vont dans ton sens. Il y a certainement d'autres pays dans le monde qui se sont sécularisés. Et ces pays semblent également utiliser le remplacement de cohortes. Mais la démonstration n'a-t-elle pas d'importantes limites ? Et je suis d'accord, et je mentionnerai au moins les points suivants.
Notre démonstration a jusqu'à maintenant utilisé surtout des pays non européens chrétiens. Elle démontre que la sécularisation n'est pas seulement européenne, mais elle ne démontre pas que la sécularisation s'applique à des régions non chrétiennes. Les indicateurs que nous utilisons pourraient être trop axés sur un christianisme institutionnel et ne pourraient que difficilement être traduisibles pour mesurer la religiosité non chrétienne ou spiritualité alternative. Et finalement, il existe d'importants contre-exemples, des exemples qui sont régulièrement cités pour invalider la théorie de la sécularisation. Par exemple, les États-Unis, par exemple, la Russie, l'Inde, la Corée du Sud, de manière générale le pentecôtisme, le réveil islamique, le réveil orthodoxe. Eh bien, ce sera là le thème de la prochaine session. Et avec ce moment de suspense, je vous laisse et j'espère que vous avez des questions qu'on pourra discuter. Merci.